Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous approchons de la fin. Voici le quatrième et dernier volet consacré au cas Bernabo, et il sera temps, la semaine prochaine, de conclure cette réflexion d'ensemble sur les fictions politiques. Comme disent les archéologues, le moment est venu de refermer proprement. Il est aussi très avantageux pour un prince de donner de rares exemples de lui-même pour le gouvernement des choses du dedans, semblables à ceux que l'on raconte à propos de Messire Bernabo de Milan. Quand il en a eu l'occasion, lorsque quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, ou en bien ou en mal, dans la vie civile, il doit choisir une façon de le récompenser ou de le punir, dont on sera amené à parler. Écrit Machiavel dans De Principatibus, Le Prince, chapitre 21, paragraphe 9. Vous vous souvenez que c'est à partir de là qu'on a commencé notre traque du cas, ou des cas semblables à ceux que l'on raconte à propos de Messire Bernabo. Simili a quelli che si narrano di Messer Bernabo, il faudrait même peut-être plus précisément traduire ici au plus près du texte ce qui se narre de lui. Allez donc chercher ce qui se raconte de lui, à partir de lui, à son sujet, mais au fond, d'une certaine manière aussi à son initiative. Et on avait vu ensemble que pour l'aller chercher cette ressource narrative, cette puissance fictionnelle, de cette capacité qu'a effectivement de son vivant même un personnage historique de parler de lui en devenant personnage de fiction, eh bien, c'était justement dans les nouvelles que se trouvait le gisement narratif et non dans les faits historiques rapportés par l'historiographie. C'est-à-dire qu'il y a entre l'une et l'autre une barrière infranchissable, non bien sûr, et c'est à tester la frontière, à éprouver sa fragilité ou sa porosité que l'on consacrera les propos d'aujourd'hui. Je t'ai vu, Bernabo Visconti, nous t'avons tous vu à travers, vous vous en souvenez, les yeux de Pietro Azzario qui regardait ton monument funéraire, ou plus exactement, cette statue équestre qui allait le chevaucher après ta mort, au moment où elle était, non pas capturée par l'Église, mais sur la place, au moment où, par avance, il avait construit ce qui allait effectivement surmonter et chevaucher son monument. Eh bien, Azzario, avant 1363, en avait déjà saisi la description. Pietro Azzario écrit l'histoire, ou plus exactement, parce que ce n'est pas la même chose, il la chronique. Il est notaire, il fait donc partie de cette cohorte nombreuse de l'Italie communale des notaires chroniqueurs, et l'on sait de lui qu'il est né à Novare en 1312, qu'il a probablement fait ses études à Milan, des études de droit donc, avant de partir à Bologne, où il est entré au service des Visconti, suivant leur expédition militaire en Toscane, servant comme ambassadeur à Asti, avant de rédiger son Liber Gestorum in Lombardia, qui narre moins l'histoire de Milan que celle de la construction de l'état seigneurial des Visconti de 1250 à 1364, je l'ai dit. Même si ce n'est pas à proprement parler une œuvre de propagande viscontéenne, comme l'est par exemple De Rebus Gestis du dominicain Galvano Fiamma, la chronique d'Azzario, qui fut éditée par Muratori en 1729 à partir d'un manuscrit de la bibliothèque ambrosienne de Milan, a longtemps été méprisée par les historiens parce que, du fait de ses approximations, de son manque de recul quant aux événements, de sa crédulité face aux histoires qui circulent, de sa culture limitée. Il cite parfois Dante, semble connaître Boès, Cassiodore et Priscien, c'est-à-dire le stock scolaire du Moyen-Âge, mais il se réfère plus fréquemment aux proverbes ou aux anecdotes populaires de son temps. Or, que dit-il de Bernabo Visconti ? D'abord, il commence par en faire un portrait physique,
par contraste avec son frère Galeazzo. Il est noir comme un Génois, quand son frère est blond comme les blés. Ensuite, il rappelle la division de la ville, de l'État. Et enfin, il poursuit par un portrait moral d'un seigneur qui se trouve lui-même clivé, parce qu'il est amant de la justice, amans justitiam, mais parce qu'il est aussi si cruel qu'il fait trembler, tremare, la cité tout entière. Il mène ensuite le récit de quelques péripéties politiques et militaires, depuis la prise de pouvoir de Bernabo Visconti en 1355, jusqu'à ses campagnes contre les armées du légat du pape en 1362, et c'est alors que le récit s'interrompt brutalement par une anecdote étrange et profondément ambivalente, introduite par un « il était une fois ». On raconte, écrit-il, que lors d'une de ces parties de chasse, auxquelles il s'abandonnait sans retenue, Messire Bernabo surprit la conversation d'un paysan qui, ne l'ayant pas reconnu, se plaignait du despotisme du dominus. Alors évidemment, chacun, dans la suite du Seigneur, pétrifié, s'attend à ce que l'imprudent soit impitoyablement châtié. On est à ce moment qu'on a évoqué la semaine dernière avec le banquet noir de Domitien, le moment où, évidemment, la puissance est d'autant plus lourde et impressionnante qu'elle est en même temps puissance de ne pas. Va-t-il agir ou non, et en quel sens? Le Seigneur invite le paysan à banqueter avec lui dans son château. Il s'agit de la Rocca de Melegnano que Bernabo fait agrandir à partir de 1354 et le couvre de présents. On reconnaît dans cette scène bien des thématiques que nous avons rencontrées ensemble. Le dérèglement de la pratique synégétique comme passion dévorante d'un prince qui, ne sachant plus gouverner ses propres affects, met à nu la nature fondamentalement prédatrice de son propre pouvoir qui s'accommoderait fort bien effectivement d'une pratique mesurée de la chasse, mais là, au fond, c'est lui qui est chassé, qui devient, au fond, captif de sa captivante passion pour la chasse. L'arbitraire, l'arbitrium, comme art de demeurer toujours imprévisible pour que ne cesse jamais la crainte, pour que, précisément, au fond, on ne puisse jamais cesser d'avoir peur. La réversibilité de la cruauté en générosité. On est bien ici dans la conduite exemplaire, et sans doute doit-on rapprocher cet épisode, de toute une tradition. On pense évidemment à la tradition plutarchienne de l'impassibilité péricléenne. Périclès, écrivait Plutarque à la suite de Thucydide, savait rester de marbre face aux outrages et aux insultes des citoyens. Sans doute, le pouvoir est-il ce que Pierre Legendre n'a cessé de dire qu'il était, c'est-à-dire un objet d'acclamation, mais il est aussi ce qui attire la moquerie, l'envie, la rancœur, la haine, et à toutes ces passions, il doit opposer le bloc marmoréen, impavide, de son indifférence. Plutarque, qui louait en Périclès son art de se réserver pour les grandes occasions, telle la trière salaminienne, qui en imposait par sa technique subtile d'apparition et de disparition, ce que Machiavel appelle « donner de rares exemples de soi-même », narre le jour où le stratège subit, pendant toute une journée, à l'agora, les insultes et les railleries d'un citoyen grossier sans lever un sourcil, ce qui est un signe de un code facial. Froncer les sourcils, c'est chez les Grecs une marque de pouvoir. Et demande même à la fin de la journée à l'un de ses serviteurs de raccompagner l'importun chez lui
avec une lampe parce qu'il fait nuit. Comme l'a montré Vincent Azoulay, cette attitude imperturbable n'est d'ailleurs pas sans risque en régime démocratique où se draper dans sa dignité peut être compris comme une offense au peuple et où donc on peut même se poser la question de savoir si ne pas résister à l'insulte, à l'offense, ne peut pas être d'une certaine manière paradoxalement un signe de trop grande arrogance. Reste qu'ici, cet exemple de ce qu'on appellera une réciprocité négative inspire à Pietro Azzario, puisque c'est ce notaire chroniqueur que je suis pour l'instant, une nouvelle qu'il loge à l'intérieur de sa chronique et qui prouve que non seulement Bernabo Visconti devient de son vivant même un personnage de fiction, puisque on est, je le répète, au plus tard en 1463, il meurt en 1485, sans attendre donc qu'il s'inscrive dans cet horizon incertain qu'on a appelé ensemble le passé récent, mais que cette novélisation du réel, d'un réel historique, contamine ensuite le récit historiographique qui l'intègre et le fond dans son déroulé narratif. Car l'épisode de Melegnano se transmet ensuite aux Lamenti, rédigé, comme vous le savez, après la triste mort de Bernabo en 1385, emprisonné dans sa geôle par son oncle Gian Galeazzo Visconti, et dont on a vu ensemble également, c'est le moment de la récapitulation, qu'ils avaient à la fois, ces Lamenti, une valeur commémorative, consolatrice et juridique, puisqu'ils reprenaient des éléments de récit, des témoignages, des histoires, des anecdotes qui étaient intégrés dans l'acte d'accusation que Gian Galeazzo Visconti produit pour justifier l'assassinat de son neveu et qui est, tout ce tas d'histoires, eh bien, son récent éditeur scientifique, Marco Limongelli, les appelle des pseudo-nouvelles. Elles le sont doublement parce que c'est ce qui advient. On a vu ensemble ce qu'était le rapport entre la nouvelle et la novelté, et ces éléments nouveaux, comme on dirait en droit aujourd'hui, eh bien, créent la possibilité d'un récit de nouvelles. Et c'est cela aussi qu'on voit déjà à l'œuvre chez Pietro Azzario. Dernière remarque. Si l'évidente rupture de ton qui marque son insertion dans le récit d'Azzario trahit son origine fictionnelle, la question est de savoir comment s'opère la suture. Au moment où il arrête son récit, nous sommes en 1361 ou 1362. Et puis il reprend, justement, chronologiquement, un peu en arrière, en 1361, par une description des ravages de la peste à Milan, qui aurait, dit-il, fait 77 000 morts, ce que les démographes ne contestent pas absolument, parce que la capitale lombarde a été relativement épargnée, disons par la grande mortalité de 1348, du fait peut-être d'ailleurs de mesures prophylactiques très énergiques et très rapides, mais le fait qu'elle est relativement épargnée, je dis bien relativement par rapport à la saignée démographique de Florence, la rend évidemment démographiquement plus vulnérable aux résurgences pesteuses des années suivantes. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est plutôt en 1361 que ce récit, dont on a vu ensemble qu'au fond, il ne décrivait pas la peste, mais qu'il l'écrivait, en somme, chez les Milanais, se trouve. Donc on retrouve ce lien bocassien, proprement, un peu mystérieux, mais manifestement très puissant, entre l'appétit d'histoire et la tyrannie de la mort. Et voilà pourquoi j'ai sans doute tort de parler de contamination de l'histoire par la fiction. Cet imaginaire de la contagion de la fable joue ici de cette fausse évidence bocassienne, puisque dans le Décaméron, on se raconte des histoires pour retarder le moment de mourir, pour accomplir
ce bond léger de Guido Cavalcanti qui, prenant appui, vous vous en souvenez, sur le tombeau, saute légèrement du côté des vivants et laisse les autres comme morts face à la légèreté du conteur. C'est comme si les fictions faisaient un cercle de feu qui nous protégeait de la peste. Et l'on voit bien ici que l'intrusion fictionnelle dans le récit d'Azario est une amorce, comme une mèche qui met le feu aux poudres. Je propose donc à partir de maintenant de parler des choses ainsi. Ce que l'on cherche, c'est une inflammation du dire, l'histoire au feu de la fiction. Cela pourrait être cela, le titre d'aujourd'hui, l'histoire au feu de la fiction, lancée comme une alerte d'incendie, puisqu'il s'agit justement de donner des nouvelles de la tyrannie. Nous avons jusque-là tenté de traquer les différents types de migration textuelle en parcourant la gamme de l'intertextualité des nouvelles du Tre e Quattrocento. Mais il est peut-être grand temps de se souvenir que la variance littéraire, pour parler comme Bernard Cerchiglini, soit je le cite dans Éloge de la variante, Histoire critique de la philologie, qui est un beau livre paru en 1989, l'appropriation joyeuse par la langue maternelle de la signifiance propre à l'écrit a pour effet de répandre à profusion le privilège de l'écriture médiévale. Et c'est bien cette profusion dont on aura à parler aujourd'hui. La variance littéraire, donc, résulte moins de la circulation des unités textuelles que des unités codicologiques. Autrement dit, l'unité de base de la production textuelle au Moyen-Âge, c'est le manuscrit. Et c'est donc dans la matérialité écrite que l'on doit chercher la trace, le raccord ou l'accroc entre fait et fiction, dans les petites déchirures de sa peau même, au ras de ce que Alain Bourreau vient d'appeler dans son tout nouveau livre « Le feu des manuscrits ». Lecteurs et scribes des lecteurs médiévaux, le grain de peau ou de folie, comme vous voulez, mais ce qui est leur capacité d'embrasement. Il ne s'agit pas de poétiser une technique d'enquête historique en l'enrobant après coup de mots flatteurs et vaporeux, mais au contraire d'approcher au plus près, au plus juste, la poétique d'un savoir philologique. Alors, soit donc un manuscrit, un seul, actuellement conservé dans les archives privées de la Fondation Ginori Conti, du nom de ce grand entrepreneur italien, Piero Ginori Conti, issu de la noblesse romaine, prince de Trevigiano, patrizio de Florence, Pise, Livourne, député et sénateur. Un manuscrit, c'est d'abord cela, une histoire d'un désir, d'une appropriation, d'une transmission. Ayant fait fortune dans l'énergie électrothermique, très engagé dans l'histoire industrielle et scientifique de son pays, il est à l'origine du Musée des sciences de Florence. Piero Ginori Conti est un ami de Mussolini, mais c'est aussi un érudit passionné de Savonarole, de Dante, un philologue averti, un collectionneur de manuscrits, bref, à lui seul, une page de l'histoire de l'Italie contemporaine. On ne connaît donc de ce manuscrit que la description codicologique qu'en donne l'édition parue en 1940, un an après sa mort, de celui qui est présenté comme son éditeur scientifique et dont il a tiré les novelle inédites intorno a Bernabo Visconti, les nouvelles inédites à propos de Bernabo Visconti. Je ne peux ici que reprendre cette description codicologique, par ailleurs assez précise et conforme aux règles de l'art, mais sans pouvoir la vérifier par un examen du manuscrit lui-même, puisque c'est une collection privée, et même, d'ailleurs, sans pouvoir donc, justement vous le faire voir. Il s'agirait donc d'un manuscrit du Quattrocento de 122 folios numérotés, d'une numérotation ancienne, et où se distingueraient 3 mains successives.
car un manuscrit est l'histoire d'un désir, mais c'est aussi l'histoire d'une fatigue, celle d'une main qui gratte, qui faiblit et qui finit par lâcher. 3 mains, donc, ici, c'est-à-dire 3 scribes. À la première pourrait être attribuée donc une copie de la Storia di Firenze de Gorodati, des folios 2 recto à 62 verso, copie que l'analyse de ces interpolations amène à situer sur, disons, la branche principale du stemma. Le stemma codicum, c'est l'arbre généalogique de la transmission manuscrite, branche principale où se trouvent notamment des codices, tous les codices florentins de Gorodati, Ponciatichi 90, Palatino 469, Lorenziano 62, 16 et 62, 19. Celui-là, on en parlera parce que ceux-là, on peut les voir. Et ils sont tous datés de la moitié du XVe siècle. Du folio 63 recto à 82 recto, la même a recopié 10 courtes nouvelles mettant en scène Bernabo Visconti, qu'on ne connaît que de là, donc c'est cela dont je vais parler, et dont l'incipit est Essendo una volta Messer Bernabo a Pavia, et c'est parti. Puis, après 2 folios laissés en blanc, à partir du recto du folio 85, le Lamento di Giovanni di Ridolfo, per l'uccisione di Pietro Gambacorti, signore di Pisa, donc de Pietro Gambacorti, seigneur de Pise 1392, qui est un court lamento qui se trouve édité dans le recueil d'Antonio Medin, qu'on a manipulé virtuellement ensemble, il y a 2 semaines. Lamento suivi de 15 vers du Quadriregio, qui est un vaste poème épico-didactique de Federico Frezzi, qui est l'évêque de Foligno, vers consacré lui aussi à la trahison de Jacopo d'Appiano, puis des extraits d'un petit livre de Manetto Ciaccheri, connu pour sa cronachetta, petite chronique, di San Gimignano in terza rima, donc dans la rime dantesque, et consacré lui aussi à la conjuration de Jacopo d'Appiano contre le seigneur de Pise en 1392, et enfin, au verso du folio 95, un sonnet d'Antonio da Ferrara, en fait Antonio Beccari, qui évoque le même épisode. Donc on a effectivement une miscellanée cohérente autour de cet épisode de l'assassinat du seigneur de Pise et son lamento. Si on poursuit la description du manuscrit, on trouve à partir du folio 97 recto une copie, par une 2e main, des 6 chapitres d'acquisition de la ville de Pise par Florence en 1406, puis par une 3e main que Piero Ginori Conti date des dernières années du XVe siècle, quelques notations éparses, en latin et en vulgaire, évoquant de manière grivoise les rapports entre les hommes et les femmes, et notamment une nouvelle anonyme, dont l'argument note pudiquement son éditeur en 1940 est lubrique, et de fait, comme il est donné à lire en annexe du livre, on peut confirmer qu'il l'est, et voilà. Et qu'en conclure? Eh bien d'abord que l'ensemble du manuscrit, ou au moins la plus grande partie de ces 122 folios, jusqu'au folio 110 recto, soit la partie copiée par les 2 premières mains, s'inscrit clairement dans un horizon florentin et, l'on pourrait même dire, piso-florentin. Alors, il est inutile sans doute d'insister sur l'importance ô combien décisive pour la conscience civique florentine de la rivalité avec la grande adversaire gibelline dont Dante avait prophétisé la destruction au 23e chant de son enfer, à Pise, opprobre des hommes du beau pays où le si résonne, donc l'Italie. L'Italie, on dit si. Le rachat de la ville de Pise par Florence en 1406, avec l'aide financière de Bicci da Medici, est le premier acte de la prise de pouvoir des Médicis à Florence, et à la fin du siècle, à la fin du XVe siècle, au moment donc où est très probablement composé ce recueil, eh bien Florence est à nouveau confrontée aux révoltes endémiques de sa rivale pisane, qui occupe d'ailleurs le jeune Machiavel. Ce sont ses premières prises de parole en 1400.
96. Donc nous avons là un ensemble déterminant et cohérent sur une expérience seigneuriale qui est l'expérience pisane, dont on a vu ensemble, notamment lorsqu'on étudiait le personnage de Guccione et della Fagiola, combien, au fond, il s'inscrivait aussi déjà assez rapidement dans un horizon mythique. Et voilà pourquoi le petit ensemble poétique formé autour de l'épisode de la mort du seigneur Piero Gambacorta en 1392 peut conserver, dans le courant du XVe siècle, une certaine actualité. Si l'on s'attache donc toujours à l'unité codicologique de notre manuscrit, on doit remarquer, et ce sera ma seconde remarque, que l'ensemble recopié par les deux premières mains, donc, je répète, la Storia di Firenze de Gorodati, le Lamento pour la mort de Gambacorta, suivi du petit florilège poétique dont j'ai parlé d'une part, et l'acte de dédition de Pise à Florence en 1406 d'autre part, soit l'ensemble textuel le plus cohérent de ce manuscrit composite, eh bien, cet ensemble textuel donc, se retrouve dans le Lorenziano 62-19, dont les caractéristiques paléographiques sont équivalentes, celui-là on peut le voir, y compris d'ailleurs en ligne, et qui peut être daté plus précisément d'avant 1440. Sauf que, dans ce Lorenziano 62-19, on ne retrouve pas, ni d'ailleurs dans aucun manuscrit, dans l'état actuel de nos connaissances, les 10 nouvelles consacrées à Bernabo Visconti. Or, une note marginale d'une autre main, la main d'un lecteur, en regard de la 8e nouvelle, indique copier ce jour 8e d'avril 1522, ce qui indique que celle-ci a été transmise au moins une fois, mais la trace est perdue. Penchons-nous donc à présent sur la teneur de ces nouvelles anonymes, mais vous verrez tout à l'heure que le détour codicologique n'en est pas un. Il ne s'agit pas simplement de faire ses devoirs, de rappeler que les médiévistes travaillent comme ça, sur ça, mais de comprendre comment, justement, c'est dans la matérialité de l'écrit qu'on va trouver l'accroche entre fait et fiction. Si on se penche, je l'ai dit à présent, sur la teneur de ces nouvelles anonymes, on n'est guère dépaysé, parce que le texte lui-même, qui ne peut être comparé à aucun autre connu, eh bien, il agence des motifs narratifs qui, en général, ne sont pas inédits. Nous avons par exemple déjà rencontré la semaine dernière celui de la première nouvelle du recueil qui raconte comment le seigneur précipita du pont le paysan qui avait jeté son âne pour le laisser passer au motif qu'un vilain ne devait pas faire le gentilhomme, mais au contraire être conforté dans la sua consuetudine d'essere villano, c'est-à-dire que le vilain doit être ramené à la coutume d'être vilain. Et donc c'est pour cela que le prince ne peut pas accepter cette marque de galanterie ou de courtoisie. Le vilain jette son âne, on jette le vilain avec son âne. Cette histoire se trouve dans les Ghiribizzi de Roffia, dans les facéties de Domenici, avec quelques variantes. Mais il n'est évidemment pas raisonnable de penser que notre manuscrit orphelin puisse en être la source. C'est donc que nous tous puisent à une source commune, anonyme ou plutôt collective. Même chose pour la deuxième nouvelle, où Bernabo est incommodé par les vents que lâche sa femme au lit, alors là on est plutôt dans Camelot, ainsi que les nouvelles 5 et 7. Dans la première, le Seigneur fait crever un œil à ses arbalétriers pour qu'ils puissent mieux viser. Dans la deuxième, il châtie un vieil homme pour avoir trébuché hors des limites de la ville. Les nouvelles 3, 4, 6 et 10 développent des intrigues qui ne se retrouvent pas ailleurs, tandis que la 8e, intitulée « Du meunier qui devint abbé », eh bien, reprend les éléments de la 4e du Trecento Novelle et de Franco Sacchetti que nous avons étudié la semaine dernière. Vous vous souvenez, le meunier qui se fait passer pour un
Nabé et répond aux 4 questions du Seigneur, sauf qu'ici, il n'y en a plus que 3, que ce ne sont pas les mêmes et qu'il est très peu probable donc que l'auteur anonyme de ce recueil ait eu directement accès au texte de Sacchetti. On pourrait dire la même chose de l'avant-dernière nouvelle, la 9e, que son éditeur n'a pas reconnue. Il l'a dit comme inédite, mais elle ne l'est pas, puisque vous allez la reconnaître tout de suite, maintenant vous êtes d'une agilité stupéfiante, puisque ça raconte cet épisode au cours de laquelle Bernabo Visconti décide d'organiser une grande aumône pour les pauvres de Dieu à la basilique Sant'Ambrogio de Milan. Donc il fait dresser un banquet pour nourrir et vêtir les pauvres, et c'est alors que les conseillers lui rappellent qu'il y a toujours de faux pauvres qui se glissent dans la foule des indigents. Partout en Europe, au milieu du XIVe siècle, comme l'ont montré les travaux classiques de Bronislaw Geremek, puis plus tard ceux du sociologue Robert Castel, les lois des pauvres traquent impitoyablement les pauvres honteux, les faux mendiants, comme si effectivement le vrai problème de la charité, c'était que certains puissent en profiter indûment. Évidemment, de telles choses, de telles obsessions ne nous regardent plus. Enfin voilà, c'était à ça qu'on pensait, et qu'on pensait obsessionnellement au Moyen-Âge. Donc voilà, au moment où on dit, mais tu sais, tu donnes à manger à tout le monde, mais il y en a peut-être qui n'en ont pas besoin, alors d'accord, il comprend, il met tout le monde nu, il brûle les nippes des misérables, et on récupère les pièces d'or et d'argent cousues dans les haillons. Les plus attentifs d'entre vous se souviennent peut-être que j'ai déjà raconté cette histoire. C'est la nouvelle 84 du Novellino, le plus ancien des recueils, fin XIIIe, dont le protagoniste était alors Ezzelino da Romano. La chute en était aussi brutale que la réputation du tyran de Vérone et de Padoue était, depuis le Duecento, terrifiante. On en fit un tas auquel on mit le feu, on y trouva de l'or et de l'argent pour une valeur bien supérieure à la dépense, puis on congédia tout le monde, ce qui prouve effectivement qu'on peut toujours effectivement se faire de l'argent, plus que celui qu'on peut donner aux pauvres en les volant. Le fait qu'une beffa d'Ezzelino da Romano soit réattribuée à Bernabo Visconti est en soi hautement significatif, et ce d'autant plus qu'une tradition lombarde raconte que Matteo Visconti, le grand-père de Bernabo, et Can Grande della Scala, que je ne vous présente pas, s'était retrouvé en 1318 à Soncino sur la tombe d'Ezzelino qu'ils avaient alors vénéré comme un saint homme pour sceller leur alliance gibelline. Ici, Bernabo ne se contente pas de congédier tout le monde, il bannit les faux mendiants et il redistribue leur argent aux vrais pauvres pour qu'ils puissent doter leurs filles. Et de ceci, dit l'auteur anonyme de la nouvelle, on eut beaucoup à parler. C'est intéressant de rapprocher évidemment cette nouvelle anonyme du Novellino. Ça peut être aussi intéressant pour comprendre la portée du geste, de tenir compte du décor ambrosien, de raviver alors nos très vieux souvenirs d'il y a 2 ans, lorsque nous analysions ensemble, enfin, ceux qui étaient là, les hymnes ambrosiens, lorsque nous parlions de la mémoire d'Ambroise de Milan, et je pense notamment à la 6e strophe de l'hymne 13, Apostolorum Supparem, que les plus fervents d'entre vous se récitent sans doute l'hiver entre 2 cours, et qui célèbre le martyre de Laurent, développant le thème biblique des pauvres considérés comme le trésor de l'Église. Je vous rappelle que, sommé par son persécuteur de lui livrer les biens de l'Église, Laurent, archidiacre du pape Sixte, se livre à une ruse pieuse en se présentant au prêteur accompagné d'une troupe de gueux en disant «
voici le trésor de l'Église. Ah, quel spectacle magnifique! Il assemble les gueux en troupes, montrant ces miséreux, il clame, voici les trésors de l'Église, I sunt opes ecclesia, avec un jeu sur le couple antithétique inopes, opes. Bon, ça, c'est des traits d'humour religieux qui nous échappent peut-être un peu, mais les premiers farceurs sont les saints, et en particulier pour supporter leur propre martyre. C'est intéressant parce qu'on peut lire dans le De Officiis d'Ambroise un récit très comparable du stratagème de Laurent qui s'achève sur l'apostrophe suivante, I sunt tesori ecclesiae, et ce passage intervient dans un contexte polémique très précis puisque l'évêque se justifie alors d'avoir pris la décision de faire fondre les objets précieux de son Église pour racheter des catholiques capturés par des barbares. Or, la décision suscite l'hostilité de la cour parce que sans doute les donateurs ne voient pas d'un très bon œil qu'on fasse disparaître la preuve de leur générosité. Donc la légende de Laurent permet à Ambroise d'affirmer que les véritables trésors de l'Église sont les pauvres qu'elle secourt. Et alors la miséricordieuse dépense des richesses matérielles est en somme la forme ultime de la thésaurisation. C'est absolument, je pense qu'effectivement cette reprise, parce qu'on est justement, et l'anonyme le dit, dans la basilique de Saint-Ambroise, ramène tout ça. Mais vous voyez que l'analyse textuelle, elle met plutôt sur la piste d'une transmission orale d'un recueil de contes sur la base d'une tradition collective dont on serait bien en peine de dire si elle est populaire ou savante. Elle est à la fois populaire et savante, je viens d'en parcourir toute la gamme, mais au fond, que l'on peut rassembler ou dont on doit rendre compte dans une démarche dite folklorique, où les motifs narratifs peuvent demeurer et les noms varier. Mais reste à comprendre l'articulation entre le récit historique porté ici par Gorodati et cette veine narrative. Et c'est là où le manuscrit, dans sa matérialité écrite, peut nous aider. Parce qu'il existe une articulation qui est strictement codicologique. Revenons donc au manuscrit, à la manière dont les nouvelles succèdent à l'histoire, de part et d'autre, donc, de ce blanc du folio 63. L'histoire s'arrête brutalement, donc l'histoire, la Storia di Firenze de Gorodati, s'arrête brutalement par un passage à l'encre rouge qui dit que ici pourrait intervenir si tratta alcuna cosa di Messer Bernabo de suoi notabili, qu'on pourrait dire ici, mais qui, au fond, vaudrait un libro per se. Et à ce moment-là, ça vaudrait un livre en soi. Et à ce moment-là, il y a un renvoi au folio 6, et que lit-on au folio 6, effectivement, pareil, ce que l'on dit de Bernabo vaudrait un livre en soi, un libro per se, et de cela, on ne peut rien dire. Est-ce à dire que Gorodati, ou son copiste, qui à ce moment-là, en rouge, dit qu'ici pourrait s'insérer un livre en soi, disant les choses que l'on dit sur Bernabo, est-ce à dire que Gorodati, l'historien, aurait réservé lui-même, pour ne pas nuire à la composition rhétorique de son histoire, réservé ce lot d'histoires détachées de l'ensemble? C'est peu probable. Et pourtant, c'est ce que donne à voir le manuscrit. Et le discours historique de Gorodati ne dément pas l'impression d'ensemble que donne la lecture des nouvelles. Alors, rappelons que Gregorio Dati, dit Gorodati, né en 1362, mort en 1435, est un marchand florentin actif
dans le commerce de la soie, qu'il fait beaucoup d'affaires, notamment avec Valence et Barcelone, qu'il est engagé dans la vie de la cité, qu'il a écrit un journal reprenant la structure des Ricordense, où il consigne donc les affaires privées, 5 femmes et 26 enfants tout de même, distinct de son Libro Segreto, qui consigne ses affaires commerciales, et une Storia di Firenze, qui, sous forme dialoguée, expose l'histoire de sa ville de 1380 à 1405. C'est une historia, et non pas une chronica, ce qui suppose, pour celui qui écrit, une mise en ordre des événements au fil d'une conception orientée de l'histoire. Dati n'est pas un humaniste, comme Salutati ou Leonardo Bruni, mais il adopte en tout point la lecture idéologique de la Laudatio de ce dernier, c'est-à-dire que la Storia di Firenze, probablement composée en 1409, exalte la Florentina Libertas en narrant le conflit entre Florence et Milan. Il y a pour lui, dans l'âme des Florentins, une disposition particulière qui les indemnise du risque de la tentation tyrannique et les rend invulnérables. Je cite, je traduis, « Ils ne doutèrent jamais qu'ils ne seraient pas vaincus ou soumis parce que leurs âmes sont tellement contraires et adverses au duc de Milan qu'ils n'auraient jamais pu le consentir. » Le consentir. Comme le fait remarquer Luciano Pifanelli, cette expression apparemment redondante, contraire et adverse, que l'on retrouve en latin dans les documents de la chancellerie florentine des années 1420, contra ed adversus ducem Mediolani, dédouble le conflit territorial et politique d'une opposition de principe, contraire et adverse. C'est-à-dire, c'est une réduction idéale typique. Et c'est ce dédoublement qui rend la commune éternelle. Elle ne peut pas mourir, puisqu'elle a à la fois un corps mortel territorial et un corps immortel idéologique. Parce que la Florentina Libertas est la liberté de tous. Et parce que, justement, on peut être 2 fois contre les Visconti, alors qu'eux-mêmes, eh bien, au contraire, le prince, je cite Gorodati, n'est qu'un homme mortel. Après sa mort, son état allait mourir de même. E il duca era un solo uomo mortale che finito lui, finito lo stato suo. Ce simple corps de la tyrannie fait, au sens propre, son idiotie politique. Et par conséquent, sa fragilité, ce en quoi il n'a pas tort, hein, puisque, à la mort de Gian Galeazzo Visconti, en 1402, l'État milanais se défait, puisqu'il était fondé sur des liens contractuels. Après, on le refait, mais il se défait à la mort du prince. Et Bernabo Visconti, lorsqu'il écrit son Historia di Firenze, Gorodati, reprend évidemment sa réputation de cruauté, mais l'assortit d'une remarque plus surprenante sur les œuvres de justice et les choses mémorables de ce seigneur qui devrait, dit-il, lui valoir la grâce de Dieu. Car telle était sa miséricorde qu'il punissait plus sévèrement, pour une même faute, le riche et le puissant que le pauvre. Ce que, d'une certaine manière, les nouvelles disent. Il faisait montre d'un sens de la justice, nous dirions ici de l'équité, dont on pouvait croire qu'il lui était naturel. Ce qui est très étonnant sous la plume de Gorodati, puisque justement, il tente de naturaliser l'âme des Florentins comme fondamentalement, idéologiquement, idéal typiquement opposé et contraire à la tyrannie. Mais le tyran, lui, aurait comme naturellement une inclination à la justice. En réalité, ce portrait d'un Bernabo défenseur de la justice est très surprenant, je l'ai dit, sous la plume de Gorodati, intransigeant pour fondeur de la tyrannie milanaise, convaincu que seule la liberté florentine peut garantir le bien commun, c'est-à-dire que son âme florentine, qu'il disait immunisée contre le consentement au pouvoir autoritaire, se trouverait faillée, et que cette brèche serait précisément la puissance narrative d'une seigneurie, comme si ce qui rendait attirant le tyran, c'était bien, une fois encore, sa puissance fictionnelle. Ce qui faille le récit, ce qui, effectivement, l'offre, le brèche, c'est justement ce passage à la fiction, qui, chez Pietro Azzario, comme
comme chez Gorodati, est effectivement un décrochement. Or, il faut bien se rendre à l'évidence. Le récit de Gorodati se trouve comme emporté ou embrasé par la novélisation de Bernabo Visconti en personnage conceptuel et contrevient à toute la tradition historiographique qui, non seulement à Florence, mais également à Milan, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, finit par imposer une postérité unanimement grotesque et sanguinaire, ubuesque, on va dire. On en parlera la semaine prochaine. C'est le cas de Bernardino Corio, le grand historien des Sforza, qui écrit sa Storia di Milano à partir de 1503 et décrit Bernabo comme sujet à la fureur, sévère dans ses jugements. C'est le cas de Paolo Morigia, qui résume en 4 mots le verdict sans appel de la postérité à la fin du siècle, 1595, superbe, furieux, cruel et luxurieux. Quelle est la luxure, justement ? Voilà un thème essentiel dans la définition de l'anthropologie politique de la tyrannie, puisque, comme vous le savez, chez Aristote, la tyrannie est cette machine à jouir sans entrave, qui fait du tyran celui qui ne sait pas se libérer justement de ses propres désirs ou qui ne sait pas, au fond, se donner à la loi qui est justement la volonté libérée du désir. Et c'est pour cela, effectivement, qu'il y a, de manière très banale, dans la théorie politique médiévale, eh bien, un lien entre dérive despotique et sexe débridé. Et d'une certaine manière, tout ce dont on parle depuis 4 semaines, chez Bernabo Visconti, en Beffator et Grivois, bon, mais pas obsessionnellement lubrique, peut, sinon contredire, du moins contrarier disons ce topos. Ce topos de la tyrannie comme machine à jouir, dont Matteo Villani, le continuateur de la chronique de son frère Giovanni Villani, mort de la peste en 1348, et qui poursuit jusqu'en 1363, tiens, justement, exactement comme Pietro Azzario, qui en est l'exact contemporain, dresse effectivement le portrait le plus saisissant entre jouissance, cruauté, violence débridée, appétit sexuel des 3 fils de Giovanni Visconti, de l'archevêque, Galeazzo, Bernabo et Matteo Visconti, qui se partagent le pouvoir en rivalisant de brutalité. Le plus jeune et le plus redouté, c'est Matteo, qui a mis au point un système de terreur par la débauche, par le viol systématique des jeunes filles et des épouses des riches citoyens milanais. Mais c'est tellement, effectivement, obsessionnellement démesuré que ça provoque assez rapidement sa mort, la liquidation du jeune frère par les 2 autres, et ce qui permet effectivement très logiquement, dans une sorte de mécanique impitoyable qui est celle de l'aristotélisme politique, à Matteo Villani de fermer le rideau sur cette scène, de même que les tyrannies s'élèvent, grandissent et se consolident, de même grandit en silence dans leur sein le germe fatal d'où sortiront pour elles le trouble et la ruine. Bon. Ça, c'est très banal dans la conception, je dirais, là en l'occurrence florentine, mais enfin en tout cas communale de la tyrannie. Mais vous avez vu que le cas de Bernabo est un peu plus complexe. On lui connaît bien évidemment de nombreuses maîtresses, mais il n'en forme pas moins avec son épouse Regina della Scala un couple politique au sein duquel les rôles sont plus ou moins distribués. Il a 15 enfants légitimes, peut-être 20 enfants illégitimes, mais reconnus, ce qui lui permet de mener une politique matrimoniale très active, en donnant ses filles légitimes très richement dotées à des alliances princières de dimension européenne. Tadea épouse Étienne III, duc de Bavière, Verde et Léopold III d'Autriche, Valens à Pierre II de Lusignan, roi de Chypre, tandis que ses filles
illégitimes, ricorda Enrica Ginevra Elisabetta, épouse des comtes d'Ottière de premier rang. L'une d'elles, Bernarda, qui est née en 1353 d'une union avec l'une des maîtresses de Bernabo, Giovanola Montebretto, fut mariée en 1367 avec un chevalier bergamasque bien plus âgé qu'elle, nommé Giovanni Suardi, et apprenant en janvier 1376 qu'elle entretenait une relation adultère avec un certain Antoniolo Zotta, son père décida de l'emmurer vivante dans une des tours de la Rocchetta de la Porta Nuova et de la laisser mourir de faim. Bon. Scène dantesque, s'il en est, qui renvoie au supplice d'Ugolin, évidemment. On raconte alors que jusqu'à sa mort, le fantôme de Bernarda vient cogner à lui de la maison des Visconti, et cette légende populaire, qui apparaît sans doute à la fin du XVe siècle, connaît de très nombreux prolongements folkloriques jusqu'au XIXe siècle au moins. Il vaudrait la peine sans doute de réévaluer cet épisode à la lumière d'un livre qui vient de sortir avant-hier, donc qui me prend un peu de cours, d'Elisabeth Crouzet-Pavant et Jean-Claude Mervigueur, qui s'appelle « Décapité », 3 femmes dans l'Italie de la Renaissance, qui raconte le supplice de 3 princesses convaincues d'adultère entre 1391 et 1425, dont Agnès et Visconti, Béatrice de Tende et Parisina Malatesta, qui met cela en perspective avec l'anthropologie du pouvoir princier, qui donne une part au féminin. Reste que, vous voyez bien que cette affaire Bernarda, qui est un des fantômes, justement, qui revient là encore en 1385 dans le Lamento de Bernabo Visconti, eh bien, est d'autant plus remarquable qu'en réalité, il vient d'une certaine manière troubler un ordre matrimonial qui est plus ou moins maîtrisé de la part de Bernabo entre sa femme, ses maîtresses, ses enfants légitimes, ses enfants illégitimes, les dots de ses filles, etc. Et donc on n'est pas du tout dans le système que va fantasmer ensuite Jacob Burckhardt dans sa civilisation de la Renaissance en Italie de 1860, où il cherche, vous le savez, cet état considéré comme une œuvre d'art qui apparaît comme une création calculée, voulue comme une machine savante, et où il met en opposition la tyrannie débridée du XIVe siècle, machine à jouir, et là, évidemment, il prend l'exemple de Matteo Visconti, il dit un mot de Bernabo Visconti en disant qu'il était en tout point similaire aux empereurs les plus cruels romains, et là, on retrouve effectivement ce qu'on a dit sur Néron, Caligula, mais aussi sur la royauté biblique de Nemrod. Et cette opposition, au fond, entre une tyrannie qui ne calcule pas encore ses moyens au XIVe siècle et une autre qui devient virtuose de ses propres cruautés au XVe, eh bien, j'avais tenté, dans un article de Jeunesse intitulé « De la cruauté comme principe de gouvernement », paru dans la revue médiévale en 1994, au XXe siècle, de mettre à l'épreuve cette vision romantique de l'énergie de la Renaissance que l'on retrouve tout aussi bien chez Stendhal, chose singulière, écrit-il dans Rome, Naples et Florence, l'époque brillante de l'Italie finit au moment où les petits tyrans sanguinaires furent remplacés par des monarques modérés, et voilà pourquoi, effectivement, parcourant avidement à Milan les chroniques médiévales pour y chercher non seulement le récit des méfaits de ces petits tyrans qu'il trouvait intéressants comme Walter Scott, mais aussi à nourrir donc ses chroniques italiennes et son histoire de la peinture en Italie, Stendhal était un bon guide, me semble-t-il, pour regarder cette Italie princière au miroir du romantisme français. C'était sans doute moins se complaire dans l'admiration fiévreuse de ce que Stendhal appelait la patrie de l'énergie, sans doute par opposition à la veulerie de son temps, que de repérer justement un écart qu'on trouve tout aussi bien chez Musset ou chez Hugo entre deux devenirs possibles de la souveraineté politique, puisque ce qui est désirable au fond dans la tyrannie, ou du moins attirant, c'est l'affirmation d'un pouvoir distant et détesté.
Et telle est l'une des bifurcations essentielles de l'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, de part et d'autre, de ce miroir politique dressé entre la France et l'Italie et dont Patrick Gilly s'est fait l'historien avisé. Il a montré comment la théologie politique de l'incarnation monarchique, dont on a vu l'année dernière qu'elle s'inscrivait, me semble-t-il, dans une métaphore rectrice qui est celle de la société eucharistique, cette théologie se pensait contre, ou tout contre, une tyrannie qui travaillait à se faire craindre et non aimer. Ainsi l'écrit effectivement Christine de Pisan, l'italienne de la cour de France, dans son livre de mutation de fortune. L'un avait nom Galeazzo, l'autre Bernabo, on nommait que l'on craignait plus qu'on aimait. On peut même donner un nom à cette terreur en s'appuyant sur l'enquête lexicale récente de Jean-François Thomas sur les formes de la peur et de la crainte en latin. Ce n'est pas le metus qui peut être sans objet, ce n'est pas la vereor qui débouche, on l'a vu avec le Léviathan, sur la vénération, ce n'est pas même l'effroi sacré de la terror que cherche à produire le Seigneur, mais un état qui perdure tant que demeure un ennemi extérieur à distance, ce qu'on appelle le formido. Le formido est la peur que nous inspire quelqu'un qu'on voit, et donc ça n'a rien à voir avec l'angoisse, très loin de nous. Et tant qu'il est loin de nous, eh bien on est dans cet état. Et cet état, d'une certaine manière, c'est ce que j'appelle un état de distance et de défiance. Et c'est pour cela que Bernabo Visconti peut apparaître comme un garçon formidable, au sens propre, parce qu'il suscite la formido. Et ce n'est pas une emprise, la formido. Et c'est ce que dit Stendhal. Au lieu de la profonde méfiance qui, de tout temps, en Italie, sépara le prince et les sujets, depuis qu'il y a des bourgeois de Paris, nous les voyons aimer le roi. Et c'est ça qu'il détestait, évidemment. Bon, cela dit, quiconque lit ce qu'il a écrit il y a 25 ans avec plus d'attendrissement que de gêne ne mérite pas beaucoup de considération. Donc je ne vais pas dire que cet article et ce coup d'essai n'était pas un coup de maître, et je le relis évidemment aujourd'hui avec quelque embarras, mais je ne crois pas non plus qu'il travaillait à immobiliser l'histoire en succombant aux vieilles lunes romantiques rajeunies par quelques réflexions sur la dynamique virtuelle de l'État moderne, comme on a pu lui reprocher. Parce que ce miroir était, comme celui que promenait Stendhal au bord du chemin, mouvant, comme l'histoire est mobile. Et ce qui est mobile, au fond, ce qui manquait assurément à ce miroir, à ce moment-là, ce que je tente de faire aujourd'hui, c'est justement la dimension purement fictionnelle de cette attirance, c'est-à-dire la capacité du pouvoir à précipiter du discours, c'est-à-dire non seulement à faire parler de lui, mais à réorienter les récits de vie de ceux qu'il domine. Et voilà pourquoi, au fond, le XIIIe siècle, qui est assurément le grand siècle de la subjectivité littéraire, et aussi celui où la scène judiciaire, en tant que les nouvelles procédures inquisitoires en font un théâtre de parole, où témoins et accusés sont sommés de se raconter, voici pourquoi la scène judiciaire devient le lieu même où s'inventent de nouvelles formes de gouvernementalité. Et voilà pourquoi nous avons cherché ensemble, effectivement, à travers l'exercice de la justice de Bernabo Visconti, comment justement se précipitait ce discours. Et vous vous souvenez peut-être que j'étais parti des travaux d'Andrea Gamberini qui concernent les pouvoirs seigneuriaux à Reggio pour relever le fait que les gouvernements de Galeazzo II et de Bernabo Visconti s'opposaient particulièrement quant à l'exercice de la justice, parce que le premier, effectivement, s'attachait à l'observation plutôt rigide des normes et des coutumes, Galeazzo, quand le second, effectivement, manifestait son arbitraire, mais cet arbitraire était moins de l'ordre du caprice princier que du gouvernement par la grâce. Car ultimement, Alfio Natale a montré que les suppliques de la chancellerie viscontéenne connaissaient sous le gouvernement de Bernabo une mutation diplomatique décisive qui confère à la grâce seigneuriale une expression solennelle et curiale. À l'inverse,
Le notaire et chroniqueur Pietro Azzario insiste sur le fait que Galeazzo II ne recevait jamais ni requête ni pétition. Or, la confrontation entre ces deux styles de gouvernement est non seulement emblématique d'un régime seigneurial qui se trouve dans l'Italie du Nord de la deuxième moitié du XIVe siècle à la croisée des chemins, entre la poursuite prudente d'une politique d'inspiration communale et un tournant nettement revendiqué d'un pouvoir de type princier. Et oui, Bernabo Visconti incarne avec brio et brutalité cette rupture qui s'exprime dans ses pratiques de cour empreintes d'un nouveau cérémonial de majesté, comme on l'a vu dans les pratiques inédites de son mécénat. Mais à ce moment-là, effectivement, dès qu'on ouvre la porte au gouvernement par la grâce, alors ça veut dire qu'il y a la possibilité que d'autres parlent d'eux-mêmes, et alors s'ouvre la possibilité, je dirais, d'un discours profus, proliférant, incontrôlable. C'est ce que dit magnifiquement Nathalie Zemon Davis dans son livre « Pour sauver sa vie, les récits de pardon au XVIe siècle ». Alors oui, le monde des lettres de rémission est un monde coléreux et imprévisible. Oui, ceux qui réclament grâce au roi en racontant leur vie, eh bien, disent quelle est leur colère, quel est leur emportement. Mais surtout, ils s'emparent du récit de leur vie. Et à ce moment-là, au fond, l'aptitude à se raconter devient largement distribuée dans l'ensemble de la société. Aptitude à raconter, aptitude à inventer. Mais aussi, je cite Nathalie Zemon Davis, cette tolérance de l'ambiguïté et tout ce jeu autour de la vraisemblance que l'on peut lire par ailleurs dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. C'est aussi cela que met en jeu la novélisation du réel, une réappropriation sociale de la puissance politique de la narration. Parce qu'on ne doit pas perdre de vue que nous parlons d'une société où les maîtres de la parole et du récit sont les prédicateurs, et qu'il y a un rapport étroit entre le genre de la novellistica et l'homilétique. Et comme l'ont établi les travaux de Carlo Del Corno et Lucia Battaglia Ricci, des novellistes comme Masuccio, par exemple, Salernitano, parodient explicitement les grands prédicateurs, la narration exemplaire de Bernard d'Ancienne. Et lorsque la nouvelle redevient moralisante et édifiante au XVIe siècle, elle ne fait que réactiver une de ses potentialités. Mais pourquoi Machiavel en a écrit une de nouvelle, Belphégor? Et pourquoi lorsque, comme j'ai tenté de le montrer dans un livre qui s'appelle Léonard et Machiavel, lorsqu'il raconte l'histoire, parfois il ne résiste pas à la fictionnaliser ou à, d'une certaine manière, la laisser embraser, inflammée par une puissance de dire qu'il admire dans la novellistica. Et pourquoi se lâche-t-il aussi en 1320 avec la vie de Castruccio Castracani, petit seigneur toscan, pisan, dont on a parlé ensemble et dont la mort en 1328 ouvre justement toute la possibilité politique dont on a parlé? Eh bien, précisément parce que la fiction n'est pas cette combleuse dont parle Simone Weil. Elle ne vient pas combler, colmater les failles du discours historique, mais faire irruption en lui pour créer ce que Michel Foucault appelait justement des effets de vérité. Parce qu'on l'a bien compris, et j'en termine par là, c'est lorsque le récit historique s'offre à la puissance fictionnelle du cas Bernabo Visconti, à sa capacité de novélisation du réel, qu'il laisse passer non pas la vérité du fait, mais celle du moment historique. Parce que Gorodati, malgré tous ses préjugés florentins, dit quelque chose de plus juste sur le cas Bernabo, entendez le moment Bernabo Visconti, dans une histoire des pouvoirs, que tous ceux qui répètent simplement la légende noire qui est en train de se constituer. Aussi voudrais-je terminer
complètement, entièrement, provisoirement d'ailleurs, puisque vous voyez que je ne fais que refermer un à un, justement, comme un archéologue, les chantiers, par ce texte magnifique, simplement pour le dire une fois encore, qui s'appelle « La vie des hommes infâmes », de Michel Foucault, préface à un livre à venir qui commençait ainsi. Ce livre n'est pas un livre d'histoire. Et qui, justement, disait ce que ça fait de trouver ce qu'il appelait des nouvelles dans les archives, c'est-à-dire des fragments de vie, des gens qui racontent leur histoire et cette novélisation du réel historique. Et j'avoue que ces nouvelles, surgissant soudain à travers 2 siècles et demi de silence, ont secoué en moi plus de fibres que ce qu'on appelle d'ordinaire la littérature, sans que je puisse dire aujourd'hui encore s'il m'a ému davantage la beauté de ce style classique, drapé en quelques phrases autour de personnages sans doute misérables, ou les excès, le mélange d'obstination sombre et de scélératesse de ces vies dont on sent, sous des mots lisses comme la pierre, la déroute et l'acharnement. Il y a longtemps, pour un livre, j'ai utilisé de pareils documents. Si je l'ai fait alors, c'est sans doute à cause de cette vibration que j'éprouve aujourd'hui encore, lorsqu'il m'arrive de rencontrer ces vies infimes, devenues cendres dans les quelques phrases qui les ont abattues. On verra comment, la semaine prochaine, on va souffler une dernière fois sur ces cendres. Merci.